Merci aux organisateurs, merci aux professeurs de modérer et présider cette séance. Je vous demanderai d'être bienveillants, parce que comme Gabriel Alliot, quand j'ai eu connaissance du thème il n'y a pas si longtemps que ça, j'avoue qu'un vertige m'a pris et que je me suis demandé comment aborder cette question de qu'en est-il. Ah non, pour rester sur le titre. Qu'en est-il de la psychose en 2024 ? Donc je me suis dit, bon, je vais prendre ça du point de vue du psychiatre d'exercice de public que je suis et je vais tenter de me débrouiller sans faire de méta-analyse. Je vous l'épargne, je n'ai pas eu le temps. Et puis je pense que les professeurs auraient été bien mieux placés que moi pour la faire, cette méta-analyse. Et donc, je me suis aussi basée sur en 2024 et qu'en est-il aujourd'hui de la psychose. Et aujourd'hui, ce temps présent, c'est quoi ? Eh bien, nous sommes en pleine semaine des journées mondiales de la schizophrénie. Donc, du coup, je suis partie de ça. Et au lieu de vous parler de psychose, je vais vous parler de schizophrénie, en tout cas, d'un point de vue sur la schizophrénie. Donc ces journées, elles ont été créées en 2004, elles ont 20 ans. Donc ça, j'ai repris le pitch des organisateurs qui sont des associations de patients. Et donc le but était de sensibiliser, bien évidemment, la population générale, déstigmatiser les troubles psy et permettre, faciliter l'accès aux soins le plus précocement possible, ainsi que l'accès aux accompagnements. Grosso modo, notre philosophie de soins au quotidien en tant que psychiatre d'exercice public. On le sait, les organisateurs le soulignent, la schizophrénie est malheureusement bien souvent encore ciblée par des préjugés. Et sur les 600 000 Français qu'ils notent comme vivant avec une schizophrénie, ces Français sont souvent victimes de retard dans leur prise en charge et d'une exclusion sociale à cause de ce diagnostic. Bien évidemment, ces éléments font qu'ils ont une perte de chance par rapport à une évolution favorable de leur pathologie. Nous en sommes tous au courant, plein d'idées fausses circulent sur la schizophrénie, et ce qui certainement entrave aussi une partie des personnes vivant avec une schizophrénie et n'étant pas suivies ou n'accédant pas à des soins, qui sont à hauteur de 30% d'après les organisateurs de ces journées mondiales. Donc d'un point de vue clinique, comme la psychose, est-ce qu'il faut qu'on parle de schizophrénie au singulier, au pluriel, de troubles schizophréniques, de troubles du spectre de la schizophrénie? C'est encore une question ouverte et Philippe Gorhoud en parlait. C'est un champ quand même très très large. La fréquence est stable. En tant que psychiatre de secteur, ce que j'observe, c'est que l'entrée dans les soins, malheureusement, le premier contact avec les soins, la plupart du temps, c'est par un passage aux urgences et une hospitalisation, et la plupart du temps en soins sans consentement. Donc on arrive déjà sur un état de santé très dégradé et complexe à prendre en charge. La clinique au quotidien en psychiatrie publique, c'est aussi une clinique complexe. Complexe parce que le diagnostic de schizophrénie peut être porté par excès ou par défaut, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On a ce fameux retard de repérage, mais aussi ce retard de diagnostic. Les comorbidités addictives, on vient d'en parler. Dans ma pratique, c'est à rechercher quasiment, et on le trouve quasiment chez tous les patients. Et quand on ne le trouve pas, c'est parfois parce qu'on l'a mal cherché, mais c'est quasiment du 100%. Donc c'est vraiment une vraie problématique qui vient complexifier le tableau clinique. Et enfin, s'ajoute à cela des comorbidités, les troubles neurodéveloppementaux, le TDAH, etc. Et là encore, comme le soulignait Michel Triantafilou, je pense que ces comorbidités, cette complexité fait que en psychiatrie publique de secteur, nous avons vraiment besoin des collaborations avec nos collègues pédopsychiatres pour certaines phases, mais aussi avec nos collègues universitaires ou des collègues avec des consultations plus spécialisées. Alors, d'un point de vue clinique, je me suis penchée sur la CIM, pas le DSM, parce qu'en fait, on utilise la CIM pour nos diagnostics et puis rendre compte de notre activité. Je vous fais grâce des catégories que vous connaissez tous par cœur, parce que vous codez tout le temps, au quotidien, comme moi. Juste au niveau de la CIM-10, c'est dans le chapitre 5. Et par rapport au diagnostic par excès, c'est troubles mentaux et troubles du comportement. Ce qui fait qu'aux urgences, dès qu'il y a un trouble du comportement, c'est souvent le psychiatre qu'on appelle, même si ce n'est pas psychiatrique. Expérience vécue, évidemment, au quotidien.
Les caractéristiques donc de la schizophrénie, je ne reviens pas sur ce qui est affiché. De la même façon, je pense que vous pratiquez au quotidien. Ce que je trouvais intéressant, c'est de voir qu'il ne fallait pas, de rappeler qu'il ne fallait pas porter le diagnostic de schizophrénie lorsqu'il y avait, en tout cas, s'interroger par rapport aux troubles de l'humeur. En cas d'atteinte cérébrale manifeste, là encore, tous les diagnostics différentiels et les erreurs d'orientation en psychiatrie de secteur sont quand même assez fréquentes de mon point de vue. Et puis tout ce qui est addiction et intoxication ou sevrage lors des abus de substances, vraiment se méfier et prendre ses précautions quant au diagnostic de schizophrénie qui, par la suite, va rester dans le dossier du patient et va l'accompagner sur l'ensemble de sa prise en charge. La CIM10 évolue vers la CIM11. Les symptômes sont, vous le voyez, les caractéristiques sont décrites de façon un petit peu plus, enfin, de façon différente, en tout cas dans cette version-là. Et ce qui est intéressant dans la CIM11, c'est qu'on vient voir apparaître les notions de normes culturelles ou subculturelles. Donc vous voyez que pour porter le diagnostic, il va falloir que les symptômes surviennent avec une fréquence et une intensité suffisantes pour s'écarter des normes culturelles ou subculturelles attendues. Ce n'est pas sans écho avec la présentation faite par Gabriel tout à l'heure. Et puis, une précaution aussi, c'est que l'on rappelle, on voit qu'on a une discipline quand même traversée par tout ce qui est de la société, puisqu'il est rappelé qu'on ne peut pas utiliser ce diagnostic pour classer l'expression d'idées et de croyances ou de comportements culturellement sanctionnés. Donc, à la fois, on tient compte de la culture et des normes culturelles et sous-culturelles pour pouvoir dire qu'il y a une fréquence et une intensité qui sont hors normes, et à la fois, on ne va pas pouvoir qualifier de maladie schizophrénique des opinions qui ne seraient pas admises. Ça, c'est du point de vue clinique. J'ai fait un petit focus qui vient de Hélène Verdoux sur les parcours de migration à schizophrénie, puisque c'est particulièrement au niveau du quotidien des situations complexes que l'on peut rencontrer en psychiatrie de secteur avec des patients qui ont des parcours de migration très, très traumatiques. Qui arrivent avec des symptomatologies très riches, très complexes, et pour lesquelles on a des vraies difficultés de diagnostic, mais aussi de prise en charge. Et donc, j'avais trouvé que ce petit focus, alors qui est vraiment un parti pris, hein, mais voilà, qui est tiré du quotidien, je trouvais que ce focus était assez intéressant de voir qu'en fait, il y avait une augmentation du risque du trouble psychotique chez les réfugiés plutôt que par rapport aux autres migrants. Et ce étant lié aux traumas multiples qu'ils avaient pu subir, et que la situation de minorité ethnique aussi, avec l'idée de la discrimination et de l'exclusion, renforçait le risque de troubles psychotiques. Par contre, il ne s'expliquait pas ce risque augmenté par la présence d'un trouble psychiatrique avant le parcours de migration, par l'expression culturelle des symptômes, les consommations toxiques, la précarité, les différences d'accès aux soins et la sous-estimation de la population à risque. Donc voilà, c'était un petit focus sur cet aspect-là des choses, puisqu'en fait, au quotidien, c'est vraiment une difficulté de prise en charge et de prise en charge complexe. En ce qui concerne justement la prise en charge de la schizophrénie, je reviens sur les journées mondiales de la schizophrénie, ce qu'ils peuvent nous dire de ces prises en charge. Les organisateurs, donc les associations de patients, constatent qu'il y a une révolution des pratiques qui est en marche. Et ils nous disent que nous changeons de posture, nous, en médecine, que nous ne sommes plus dans l'objectif d'annuler, d'annihiler, d'éliminer tous les symptômes, mais que nous sommes dans la visée d'un rétablissement durable avec l'implication des patients, de leur entourage et des équipes. Avec la notion de qualité de vie, donc ils constatent que cette nouvelle stratégie est tout à fait positive et qu'il s'agit bien évidemment de la déployer à une grande échelle. C'est une vision très positive. Donc l'objectif, c'est le rétablissement, toujours dans le cadre des Journées mondiales de la schizophrénie. Il s'agit donc vraiment là de faire face
à la maladie avec ses symptômes, en gérant ses hauts et ses bas et en gardant un espoir avec un équilibre de vie satisfaisant. Donc en fait, le rétablissement, c'est avoir un trouble psychique mais être en bonne santé mentale, si on observe ça du côté de la santé mentale, ce qui n'est pas incompatible du tout. Le rétablissement, c'est un processus qui n'est pas linéaire, qui est surtout très individuel. Chacun va se rétablir de façon différente et avoir un parcours différent. Il vise donc, comme vous le savez, parce que je suis sûre que vous êtes tous très, très au point sur cette notion de restituer à la personne son pouvoir d'agir, son autonomie et sa détermination. Il faut en effet être en bonne santé mentale. Moi, les matins où je ne suis pas en super santé mentale, mon autonomie et mon autodétermination peuvent en prendre un coup. C'est pas tous les jours facile. Donc il s'agit de faire retrouver à la personne une qualité de vie, une confiance en soi, l'estime de soi et la place dans la société. Du point de vue du psychiatre de secteur, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une palette très très large de prise en charge, de traitement qu'on peut quand même, et que l'on voit notre pratique de prise en charge des patients qui souffrent de schizophrénie, il est plus souvent ambulatoire. Comme Gilles Martinez l'a évoqué, on a quand même un accès à une palette thérapeutique et à des perspectives de traitement tout à fait qui continue d'avancer. Il y a tout ce qui se situe dans le registre de la neuromodulation qui se font déjà ou qui sont en expérimentation, qui ouvrent aussi des perspectives. Les psychothérapies sous toutes leurs formes, avec encore une fois un accès à tant de possibilités que c'est pour chaque patient une possibilité de faire un projet individuel, y compris en termes d'accès aux psychothérapies, la réhabilitation et l'insertion psychosociale, l'éducation thérapeutique du patient, la pérédance, et j'en oublie certainement. Mais en tout cas, vraiment l'idée d'une palette très riche. Donc, perspectives et limites, et je termine là-dessus. Donc, des propositions thérapeutiques et de prise en charge qui vraiment s'étoffent, s'enrichissent et sont assez passionnantes et efficaces par rapport à nos patients. Des patients qui s'impliquent, qui veulent être acteurs de leur prise en charge et de leur projet, qui agissent avec nous, et des proches qu'on arrive à impliquer de plus en plus. Néanmoins, on se confronte aujourd'hui encore, et c'est vraiment le point le plus négatif, j'en suis désolée parce que je terminerai un petit peu là-dessus, c'est quand même, on est très en retard sur les diagnostics toujours, c'est-à-dire que les patients arrivent à nous avec un retard de diagnostic. La stigmatisation de la pathologie est quand même une grande entrave. Nous sommes autant stigmatisés que nos patients. Une thèse qui faisait un focus sur comment étaient perçus les internes du DS de psychiatrie par leurs collègues internes montrait que, par exemple, les orthopédistes pensaient en grande majorité que le psychiatre n'était plus médecin, qu'il avait échoué à l'ECN et que s'il avait lui-même échoué à l'ECM, il aurait préféré arrêter médecine que de faire psychiatrie. Donc on porte quand même ça, et je pense que c'est aussi une entrave à l'accès aux soins. La lourdeur médico-légale des prises en charge en soins sans consentement, que ce soit en intra ou en ambulatoire, puisque les programmes de soins sont quand même, à mon avis, quelque chose qui alourdissent la responsabilité et le quotidien des médecins psychiatres de secteur. Le blocage de tous nos projets avec les fautes, enfin les défauts de prise en charge au niveau médico-social et social. Un enseignement que moi je trouve au niveau des études de médecine malheureusement pas suffisant. Je pense qu'on ne laisse pas assez de place à la discipline psychiatrique au sein des études de médecine, alors que 30% de la patientèle de tous nos collègues, quelle que soit leur spécialité, aura des troubles psychiques. J'ai fini. Une recherche malheureusement sous-dimensionnée malgré tous nos efforts et une attractivité en berne. Voilà, j'ai terminé. On change de Catherine. Catherine Boiteux, Catherine Doyen, psychiatre d'adultes, psychiatre d'enfants. Donc je suis psychiatre enfants et adolescents, donc vraiment je suis ravie d'être parmi vous. Et donc je vais vous parler, alors attendez, on a été un petit peu vite, voilà, de la psychose, plutôt de l'enfant, mais très brièvement, parce que moi j'ai eu une consigne, une seule, il faut faire bref, et 5 minutes. Voilà, donc bon, j'en ferai peut-être 10. Voilà. Et donc, on aurait pu faire un duo avec Catherine Boiteux, peut-être un peu plus charmant, j'avais envie de dire. Mais là, on a dissocié nos présentations parce qu'il a fallu qu'on s'organise assez rapidement. Donc, la psychose de l'enfant, je voulais juste signaler
des éléments qui sont source, pour nous encore, psychiatres enfants et adolescents, parfois de querelles, en disant mais qu'est-ce que c'est que la psychose infantile, les troubles du spectre de l'autisme n'existent pas, enfin bref, la partie émergée de l'iceberg, c'est les psychoses infantiles, et sous ce terme, il existe plusieurs dénominations. Je ne vais pas vous faire un cours sur la psychiatrie de l'enfant, mais vous voyez que les différentes terminologies décrivent des tableaux cliniques de psychose, la psychose symbiotique, décrite par Margaret Mahler, la disharmonie psychotique, décrite par Roger Misès, les troubles envahissants du développement, qui sont une catégorie diagnostique qui s'intègre issue du DSM-4, la schizophrénie infantile, et je vais vous en parler un tout petit peu, parce que c'est, voilà, quand moi on me parle de psychose de l'enfant, je pense schizophrénie infantile, d'autres terminologies comme le multiplex complex developmental disorder, qui a été une sorte de proposition de tableau clinique intermédiaire entre l'autisme et la schizophrénie infantile, et puis jusqu'à récemment les troubles du spectre de l'autisme. Donc vous voyez, il y a une sorte de continuum quand même pour nous. Je vous ai mis à droite de la diapositive la déclinaison un peu historique, avec le premier terme autisme utilisé par Eugène Bleuler, vous savez, pour la description de la schizophrénie, et l'autisme est devenu une catégorie individualisée, c'est un diagnostic catégoriel individualisé au sein des classifications nosographiques internationales, alors, CIM 10, 11 maintenant, et puis le DSM 5. Et donc, quand on parle psychose infantile, on parle ou schizophrénie infantile, ou autisme, ou trouble du spectre de l'autisme. Actuellement, on dit trouble du spectre de l'autisme. Pour juste faire un focus quand même sur la schizophrénie infantile, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui parfois demandent une hospitalisation pour une évaluation d'un tableau clinique qui évoque une psychose infantile, donc ça évoquerait une schizophrénie infantile, et en fait la schizophrénie infantile est rare. L'incidence de ce trouble c'est 0,04%, donc c'est rarissime pour nous, c'est rare de pouvoir porter ce diagnostic dans l'enfance, on va dire avant 18 ans, et en tout cas encore plus à l'âge prépubère, et en tout cas chez les personnes qui ont une schizophrénie à l'âge adulte, on retrouve dans leurs antécédents, et ça vous le savez parce que vous êtes des psychiatres d'adultes, souvent on retrouve des difficultés du neurodéveloppement, des anomalies génétiques, excusez-moi parce que c'est écrit petit, et des anomalies cérébrales et des formes cliniques souvent plus sévères. Donc il y a vraiment, on retrouve dans l'enfance des schizophrènes des troubles du neurodéveloppement, mais c'est pas vraiment un tableau schizophrénique. Les enfants qui ont eu un diagnostic de schizophrénie infantile, c'est souvent par excès, et ce papier le montre, et vous voyez que plus de 90% des consultants avec un diagnostic de schizophrénie à début précoce vont recevoir en fait un autre diagnostic, un diagnostic alternatif quand on fait des évaluations plus spécifiques. Donc la schizophrénie infantile, pour nous, c'est rare, et dans les approches thérapeutiques, c'est très important, parce qu'on ne traite pas de la même façon un enfant schizophrène, bien sûr, qu'un enfant autiste ou un enfant avec des troubles du neurodéveloppement un peu atypiques. La schizophrénie chez la personne adulte, je vous l'ai dit, souvent on retrouve de façon prémorbide dans l'enfance des particularités du développement, et cette étude le montre, avec des domaines du développement qui peuvent être altérés dans l'enfance. Alors parfois j'entends cette personne qui a un trouble psychiatrique et notamment schizophrénique a échappé au regard acéré de nos collègues pédopsychiatres. Non, c'est parce que c'est pas les mêmes manifestations de façon précoce. Les schizophrènes adultes peuvent avoir eu dans l'enfance des troubles du langage, des troubles de la propreté, enfin du sphincter, c'est-à-dire la propreté acquise tardivement, des troubles du développement social et des troubles des apprentissages scolaires. Donc nous, on les voit avec ces difficultés-là, dans ces dimensions-là. Donc on n'est pas dans la catégorie, même parfois pas trouble autistique, mais simplement dans une dimension développementale. Et parfois, il se développera ultérieurement un tableau schizophrénique. Donc la schizophrénie peut-être se repérer précocement, mais quand on est pédopsychiatre, en tout cas, c'est pas quand on voit un enfant qui a un trouble du langage ou un trouble de la socialisation assez modéré qu'on va commencer à se dire attention, il devient schizophrène, et on ne va surtout pas dire ça aux parents. Pour actualiser un peu les données, moi je vous recommanderais de lire cette revue, en fait cette Umbrella Review.
Donc j'ai essayé de le traduire, on m'a dit que normalement c'est revue parapluie, mais donc c'est une première revue de méta-analyse qui semble-t-il pour les collègues scientifiques est un haut niveau de preuve. Et donc cette revue, dans une publication un ouvrage, une revue pardon, de bon niveau scientifique, a revu 373 études individuelles avec 25 000 participants. L'âge moyen de l'ensemble des participants était 15 ans et le plus jeune avait 1,8 ans. Donc vraiment petit. Et vous voyez qu'il y avait une proportion de femmes de 38% dans cet ensemble de publications. Je cite juste qu'il n'y a pas eu dans cette revue pas d'association retrouvée entre des complications obstétricales et un début précoce de psychose ou de schizophrénie infantile dans une méta-analyse, mais qui date déjà de 1997, alors que pour les troubles du neurodéveloppement et l'autisme, les complications obstétricales sont un facteur de risque au développement d'un trouble du neurodéveloppement, bien sûr, sont un risque. Vous voyez que dans le petit bandeau, on voit que les enfants, les adolescents avec autisme sont à risque de développer une schizophrénie infantile, mais seulement, j'ai envie de dire seulement dans 1,1% des cas, c'est la population, la prévalence de la population générale. 3% de risque, enfin 3% de prévalence dans des populations un peu spécifiques d'enfants qui sont soit d'adolescents qui sont soit dans des centres de détention, c'est un article américain, soit dans des centres de détention, soit dans des centres, je dirais, de correction, je ne sais pas quel est l'équivalent pour nous actuellement, des foyers peut-être spécifiques. Donc 3% de ces enfants-là présentent une psychose à début précoce et que parmi les personnes schizophrènes qu'ils ont étudiées dans cette revue, 12% avaient un début avant 18 ans. Donc la psychose précoce, c'est avant 18 ans. Les données intéressantes, il y a beaucoup de données intéressantes dans cette étude. Donc j'ai extrait moi ce qui m'intéressait moi pour tout vous dire, mais je vous invite à le lire. Donc ils ont recherché ils ont étudié les marqueurs en imagerie, biologie, cognition et l'évolution. Il y a aussi des indications sur le traitement. C'est assez décevant, cette revue sur les traitements est décevante pour les traitements psychothérapiques où là il n'y a pas d'indication très prégnante, je dirais, très convaincante. Pour les traitements médicamenteux, certes, avec la clozapine qui est en tête de liste en termes d'efficacité, et pour nous, psychiatres de l'enfant et de l'adolescent, qui, chez les mineurs, on ne peut pas beaucoup prescrire, on n'a que la risperidone sous le coude, j'ai envie de dire, du fait de l'AMM. La risperidone est en avant-dernière position, avant un ensemble de 7 à 8 molécules. En tout cas, dans les marqueurs, il y a des marqueurs en imagerie qui seraient en faveur d'un début précoce de la psychose. Vous voyez, avec des activités cérébrales augmentées, diminuées dans certaines aires spécifiques du cerveau, et avec au total, dans l'expression de la psychose précoce, une diminution au cours du temps de la substance grise frontale. Les marqueurs biologiques dans la psychose précoce, eh bien, leur évaluation, j'ai mis ce qui était cité là actuellement dans l'article, en tout cas les marqueurs du stress et inflammatoire, les résultats sont assez décevants et ne sont pas significatifs, en tout cas ne sont pas spécialement en faveur, ne discriminent pas, on va dire, les sujets contrôles des sujets à début précoce de schizophrénie. En termes d'évaluation cognitive, il y a aussi des éléments, quelques marqueurs cognitifs qui sont cités. Donc là, il y en a pas mal, on n'arrive même plus à discriminer qu'est-ce qui serait intéressant à retenir. En tout cas, moi, je retiens que l'évaluation neuropsychologique de ces personnes, de ces enfants, est très intéressante et donne des éléments de réflexion thérapeutique ultérieure, et qu'il faut faire des évaluations neuropsychologiques des enfants et des adolescents qui viennent consulter dans nos CMP pour des troubles du développement, des troubles divers et variés, pour construire leurs projets thérapeutiques spécifiques. Enfin, dans le suivi, les schizophrénies, enfin les psychoses à début précoce sont à risque d'évolution négative. Vous voyez, j'ai mis faible, mais c'est pour outcome, évolution négative dans 60% des cas. Donc voilà un peu ce que l'on sait de façon un peu actualisée. Je voulais aussi faire un focus sur les hallucinations.
peut-être que vous savez beaucoup de choses, j'imagine, sur les hallucinations, mais quand on est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, on fait assez fréquemment un lien direct entre hallucination et psychose et schizophrénie infantile. Or, les hallucinations de l'enfant, et ça c'est tous les travaux de Renaud Jardry, peuvent être développementales. On peut avoir un compagnon imaginaire, c'est pas de la psychose. On peut avoir des hallucinations pendant le sommeil, vous savez, c'est les fameuses hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Ça peut être donc développemental, ça peut être associé à des troubles anxieux et ça ne signe pas la psychose. Par contre, plus elles sont importantes, sévères et intenses, plus il y a un risque d'évolution vers la schizophrénie. Je vous ai mis la consultation là dans le service de Renaud Jardry, spécifique pour les hallucinations de l'enfant. Donc ce n'est pas pathognomonique de la schizophrénie infantile et donc ça n'implique pas obligatoirement surtout de mettre les enfants sous neuroleptiques. Enfin, un intérêt, et ça c'est peut-être l'avenir, ce serait la médecine personnalisée, mais j'ai juste mis en évidence cet article-là sur l'implémentation de la médecine de précision en psychiatrie. Vous voyez globalement qu'à gauche, tous les troubles psychotiques et les troubles de l'humeur, enfin bipolaire et tous les troubles de l'humeur font l'objet vraiment d'études très spécifiques sur la recherche sur la médecine de précision pour avoir des facteurs de prédiction, pronostic, diagnostic, etc. Par contre, les troubles du neurodéveloppement, donc on en revient à ma catégorie de l'autisme, très très peu d'études. Donc vraiment un champ futur d'études pour nous, psychiatres de l'enfant et de l'adolescent, c'est probablement dans ce champ-là, la médecine de précision pour les enfants et les adolescents qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Donc pour conclure, j'ai terminé, j'étais assez courte finalement, c'est bref. La psychose infantile sous-tend différents modèles éthiopathogéniques, donc c'est un terme un peu comme vous connaissez la phobie scolaire. On parle souvent de phobie scolaire, c'est des refus scolaires. Enfin, la phobie scolaire, c'est pas une phobie, c'est un refus scolaire qui est sous-tendu par différentes expressions cliniques de troubles dépressifs, anxieux ou autres. La schizophrénie infantile est rarissime chez l'enfant, donc c'est vraiment pas le premier diagnostic qu'on va retenir quand il y a des perturbations particulières, y compris du comportement et des dérégulations très massives du comportement chez les enfants. Les hallucinations peuvent être développementales. Les troubles du spectre de l'autisme peuvent se compliquer d'une schizophrénie, mais dans 1% des cas. Ce n'est pas si fréquent et c'est la prévalence générale. L'étude des biomarqueurs incite à la réalisation d'imagerie. C'est un peu mon credo actuellement, essayer de faire de l'imagerie cérébrale chez les enfants et des évaluations cognitives de façon peut-être plus systématique que ce que nous faisons actuellement. Enfin, la médecine de précision doit être l'objet de recherches futures, surtout pour l'enfant et les troubles du neurodéveloppement. Merci de votre attention.